Ma belle-fille pensait que j'étais trop vieux pour remarquer son stratagème. En pleine célébration de mon succès, devant des dizaines de personnes, elle a discrètement versé une poudre fine dans mon verre de vin. Si je n'avais pas eu l'œil aiguisé, je me serais effondré à table et tout le monde aurait cru à une crise cardiaque. Ce soir-là, j'ai transformé une tentative de meurtre en révélation publique devant des dizaines de témoins. Je m'appelle Michel Arnaud, 69 ans. Toute ma vie a été liée au chantier poussiéreux, à l'odeur du ciment et du bois. La seule chose dont j'ai été fier pendant des décennies, c'est cette petite villa en bordure de Lyon, où ma femme et moi avons élevé notre fils. Mais ce foyer est froid depuis longtemps. Mon fils Nathan et sa femme Clarisse n'ont gardé pratiquement aucun contact avec moi pendant des années. Lors de mon hospitalisation, le moniteur cardiaque bipait, mon téléphone à côté de moi. J'ai appelé Nathan 3 fois pour ne recevoir qu'un SMS. Occupé en réunion, papa. À Noël, j'avais préparé un poulet rôti, du vin, accroché une couronne à la porte. Je les ai appelés pour les inviter. Nathan était occupé par son travail. Clarisse avait un déplacement professionnel. Je suis resté seul à table, le cœur serré. Quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux, j'ai vu leurs photos. Radieux, attablés pour un dîner somptueux chez les parents de Clarisse. À cet instant, j'ai compris. Ils ne voulaient simplement pas venir me voir. J'ai continué à envoyer des SMS. Nathan, papa pense à toi. Viens dîner ce week-end. Rarement une réponse. Vous connaissez cette sensation d'appeler dans le vide ? Petit à petit, j'ai compris que pour eux, je n'étais qu'une ombre lointaine, un vieux père encombrant. L'ironie, c'est que je n'ai jamais cessé de penser à eux. Les jours d'hiver glacial, j'imaginais Nathan enfant jouant dehors, ses petites mains gelées qu'il glissait dans les miennes, en disant « Papa, tes mains sont si grandes. Je veux avoir des mains comme ça pour construire des maisons avec toi. » Clarisse, ma belle-fille, ne m'a jamais vraiment considéré comme un parent. Un soir, elle a dit devant tout le monde « De nos jours, les gens doivent savoir profiter de la vie, vivre comme papa Michel, économiser chaque centime, toute une vie finit coincée dans cette vieille maison. » Nathan n'a jamais pris ma défense. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai continué à appeler, à attendre ? Parce que je suis un père. Dans le cœur d'un père, il y a toujours de la place pour son enfant. Les cheveux blanchis, les mains tremblantes, ne souhaitant qu'entendre « Papa ». Ces années d'abandon sont devenues le combustible de tout ce qui allait se dérouler. Car quand Clarisse et Nathan ont finalement frappé à la porte, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles. On dit souvent que les mots durs des étrangers passent comme le vent. Mais quand ils viennent de votre propre sang, de ceux que vous avez élevés de tout votre cœur, ils se gravent en vous comme des marques sur la pierre. J'ai appris cette vérité très clairement durant les années où mon fils et ma belle-fille se moquèrent de mes choix. Il y a plus de 20 ans, quand j'étais encore vigoureux et travaillais quotidiennement sur les chantiers, j'ai commencé à économiser chaque centime, non pas pour acheter une voiture de luxe, non pas pour dépenser sans compter, mais pour protéger mes vieux jours. Je ne voulais pas qu'un jour je dépende de qui que ce soit, pas même de mon fils. C'est pourquoi je me suis tourné vers les parcelles forestières à la périphérie de Lyon. À l'époque, elles étaient si bon marché que les gens me traitaient de fou. Michel, des terres forestières ? Qui achèterait ça ? Au mieux, tu peux y faire paître des vaches. Ça n'a aucune valeur. Mais j'avais une intuition. Je croyais qu'un jour la ville s'étendrait et que ces parcelles méprisées changeraient vos vies. Je me souviens de ce premier soir où j'en ai parlé à Nathan. Il avait une vingtaine d'années alors, fraîchement marié à Clarisse. J'ai dit que je venais de signer pour un autre terrain au nord. La terre était vaste, avec un petit ruisseau. Je pensais qu'elle aurait de la valeur plus tard. Nathan a levé les yeux de son téléphone. Il a ricané. Papa a encore gaspillé de l'argent. Qu'y a-t-il là-bas à part des arbres et des rochers ? Tu es sûr que quelqu'un en voudra un jour ? Clarisse, assise à côté de lui, a ri encore plus fort. Elle a posé son verre de vin, se moquant. Tu prévois de construire un chalet avec des ours noirs ? Les gens investissent en bourse, et toi, tu accumules des terres forestières, sans réfléchir. Je suis resté silencieux. Je ne voulais pas me disputer, mais à l'intérieur, ça piquait froid. J'ai simplement hoché la tête
et me suis versé une autre tasse de thé chaud, comme pour laver la honte dans ma propre maison. Dans les années qui ont suivi, j'ai continué à acheter d'autres parcelles, entendant à chaque fois les mêmes mots. Une fois, Nathan a même explosé. « Papa, si tu veux m'aider, donne-moi juste du liquide. J'ai besoin de capital pour lancer mon entreprise. Ces terres sont inutiles. Tu sais comment les gens se moquent de toi ?» J'ai serré les dents. Dans ma tête résonnait la question « Mon fils me traitait-il comme un distributeur automatique ?» Mais je n'ai pas osé le dire à voix haute, craignant qu'un mur ne s'élève entre père et fils qui ne pourrait jamais être brisé. Clarisse était pire. Elle n'avait aucune retenue, m'insultant ouvertement devant ses amis. Mon beau-père pense qu'il est intelligent, mais il n'achète que des déchets. Qui serait assez stupide pour investir dans des terres forestières ? Ses amis éclataient de rire pendant que je restais silencieux, tapotant légèrement mon verre du bout des doigts. Une habitude pour cacher ma honte. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, me suis assis seul sur le porche et écouté les grillons et me suis demandé « Ai-je vraiment tort ?» Pourtant, malgré les moqueries, je me suis accroché à ma conviction. Peut-être parce que j'avais l'habitude d'attendre. Une vie dans la construction m'avait appris qu'une fondation solide ne montre pas sa valeur immédiatement. Il faut du temps, il faut de la patience. La terre, c'est pareil. Je m'en occupais discrètement. Les week-ends, j'inspectais chaque parcelle, marquais les limites avec des piquets, installais des clôtures en bois. Souvent, les gens me regardaient et secouaient la tête. Le vieux Michel s'accroche encore à des rêves impossibles. Mais je m'en fichais. Une seule chose me blessait. Mon fils n'est jamais venu avec moi. J'avais espéré que Nathan conduirait avec moi jusqu'à la périphérie, regarderait les montagnes et planifierait l'avenir ensemble. Mais non, pour lui, tout cela n'avait aucun sens. Je me souviens clairement d'un jour, il pleuvait à verse. Je venais de rentrer du chantier, les vêtements trempés. Nathan est passé avec Clarisse. Pendant que je séchais mes cheveux gris, je leur ai dit « Je viens de signer pour un autre terrain. Celui-ci est près d'un lac avec un beau paysage. Je pense qu'on pourrait y construire un petit centre de villégiature. » Clarisse a ricané, s'est tournée vers Nathan. « Tu vois, l'argent qui aurait dû suffire pour qu'on ouvre une boutique, il l'a gaspillé sur un autre bout de terrain inutile. » Nathan n'a rien dit, a seulement baissé la tête, mais j'ai vu ses yeux remplis d'agacement et de mépris. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant des heures. Je me suis souvenu quand il dessinait une maison avec une grande porte pour moi. Il avait dit qu'il construirait une maison pour que je puisse me reposer. Et maintenant, c'était lui qui traitait les briques que je posais pour l'avenir comme des déchets. Ces années-là, je me suis vraiment senti abandonné dans ma propre famille. J'ai supporté la froideur des appels sans réponse et le mépris pour mes choix. Mais je suis resté silencieux, patient. J'ai continué à investir, à croire. Au fond de moi, je savais qu'un jour, la vérité répondrait pour moi. Et ce jour est finalement arrivé. Mais quand il est arrivé, j'ai réalisé que tout le monde n'est pas prêt à accepter la vérité. Certains essaieront tout pour la tuer. Il y a eu des jours où je restais assis, seul sur le porche, regardant la forêt et me demandant quand ma patience serait récompensée. La réponse est venue plus tôt que prévu. Lyon a commencé à s'étendre. Les gens parlaient de centres de villégiature, de logements de luxe, de parcs industriels. Des cartes d'aménagement sont apparues dans les journaux. Et précisément, les parcelles forestières autrefois ridiculisées étaient maintenant très recherchées. Des sociétés immobilières sont venues frapper à ma porte. Certains jours, j'accueillais 3 ou 4 groupes, tous prêts à payer des prix élevés. J'ai signé discrètement des contrats. Parcelle après parcelle vendue, et en 2 ans, mon compte affichait plus de 28 millions d'euros. Je me suis assis devant l'écran de l'ordinateur, regardant la longue série de chiffres, mon cœur tremblant à la fois de peur et de joie. Après des années de moquerie, de mépris, tout prouvait maintenant que je n'étais pas fou. Je me souviens du matin où la banque a appelé pour confirmer le virement. Je venais de poser ma tasse de café, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre, attrapant les particules de poussière dans l'air. Un moment tranquille, mais pour moi, le plus triomphant de ma vie. Je n'ai pas applaudi. Je ne me suis pas vanté. Je suis simplement resté assis en silence, pensant au chemin que j'avais parcouru.
d'un vieux travailleur économisant chaque centime, moqué par son fils, méprisé par sa belle-fille. À cet instant, j'avais gagné. Les voisins ont entendu la nouvelle. Ils m'ont tapé sur l'épaule, ont loué ma patience, loué ma vision. J'ai souri, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Parce que toutes ces années, j'avais appris à vivre comme si je n'avais pas de fils. J'étais habitué à une cuisine avec un seul couvert, habitué à une table à manger avec des chaises vides, habitué aux fêtes passées dans le silence. J'avais presque cessé de penser à Nathan, cessé d'attendre un appel, cessé d'espérer un mot gentil. Et donc, quand le téléphone a sonné un jour affichant le nom de mon fils, mon cœur a vraiment tremblé. Moitié joie, moitié peur et confusion. J'ai décroché et la voix de Nathan, chaleureuse d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années, a dit « Papa, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. J'ai entendu parler de ton succès avec la vente des terres. Je suis tellement heureux pour toi. » J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. « Merci, mon fils. Je vais bien. » Clarisse a enchaîné, douce comme du miel. « Nous sommes vraiment fiers de toi. Tout le monde n'a pas une vision comme la tienne. Des mots qui m'auraient autrefois rendu heureux me transperçaient maintenant comme des épines. » Puis Nathan a baissé la voix, chaque mot soigneusement mesuré. « Papa, je suis en fait en difficulté. Mon entreprise a échoué et les dettes se sont accumulées. Je ne voulais pas te le dire, mais beaucoup de nuits je ne pouvais pas dormir, pensant à mon enfance. Je me souvenais quand tu me portais sur tes épaules à la foire. Je me souvenais du hamburger chaud que tu achetais les jours froids. Tu as toujours dit que tu serais là pour moi. Maintenant, j'espère juste que tu peux m'aider une dernière fois. 5 millions d'euros. Pour toi maintenant ce n'est rien, mais pour moi, c'est ma vie. » Clarisse a rapidement ajouté, le miel coulant. « C'est vrai, papa. 5 millions nous donneront une chance de recommencer, payer les dettes, reconstruire notre avenir. Tu ne veux pas que ton fils souffre éternellement, n'est-ce pas ?» Je suis resté assis là, entendant chaque mot, le cœur douloureux. Si Nathan m'aimait vraiment, s'il se souvenait encore de cette vieille étreinte, s'il gardait une trace de sang, cet argent, ou même plus, je le donnerais sans hésitation. Mais je savais que s'il m'aimait, il ne m'aurait pas abandonné toutes ces années. Tout ce qu'il disait n'était qu'une performance. Il avait besoin d'argent, pas d'un père. J'ai soupiré. Cet argent est le fruit de ma sueur. Si tu as besoin d'aide, je trouverai un moyen raisonnable. Mais pas comme tu le dis. Nathan a supplié. « Papa, je suis désespéré. 5 millions, c'est mon avenir. Pense à moi comme avant. » Mon cœur s'est glacé. Je ne parlais plus au garçon qui dessinait une maison pour moi, mais à un homme qui voyait son père comme un portefeuille ambulant. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Une semaine plus tard, Nathan et Clarisse sont apparus à ma porte. Nathan en costume froissé, visage émacié. Clarisse en robe noire élégante, un sourire calculateur aux lèvres. Ils ont posé une bouteille de vin sur la table. « Papa, je ne suis pas digne de ta confiance, mais je suis dans une impasse, » a bégayé Nathan. « La dette me colle à la peau. Nous n'avons pas d'autre moyen. » Clarisse a enchaîné. « Papa Michel, 5 millions pour toi ne sont pas un grand sacrifice, mais pour nous c'est une bouée de sauvetage. » J'ai versé le thé calmement. Chaque mot ne me rappelait que les années d'abandon. J'ai regardé Nathan droit dans les yeux. « Te souviens-tu de la dernière fois où tu es venu me voir de ton propre chef ?» Il a hésité. Clarisse a serré sa main. « Papa, j'avais tort. Mais si tu m'aides, nous serons comme avant. Je viendrai chaque semaine. Nous serons à nouveau une famille. » J'ai reposé ma tasse. Une famille ne peut pas s'acheter avec 5 millions d'euros. Clarisse s'est penchée. « Si tu n'aides pas, Nathan pourrait tout perdre. Tu ne supporterais pas de voir ton fils tomber dans l'abîme ? » Je savais clairement, il n'était pas revenu pour les liens familiaux, mais pour l'argent. Par la fenêtre, la lumière s'est estompée. Je me suis redressé et j'ai secoué la tête. Si je m'adoucissais, je serais à jamais un portefeuille ambulant à leurs yeux. Après cette rencontre, j'ai compris que le gouffre entre nous ne pouvait être comblé. Mais je me suis dit, je ne laisserai pas cette douleur dévorer le reste de ma vie. Maintenant que le succès était arrivé, je méritais de célébrer. J'ai décidé d'organiser une grande fête pour marquer la fermeture d'un chapitre. Je voulais mes vrais amis à mes côtés,
J'ai appelé Suzanne, l'organisatrice d'événements. Je veux que tout soit parfait. Un espace chaleureux, élégant, mais pas ostentatoire. J'ai établi la liste des invités. Jacques et Marthe Dupont, François Moreau, Dr Sarah Leblanc, Les Fontaines. Chaque nom réchauffait mon cœur. C'étaient ceux qui m'appréciaient pour l'amitié, pas pour l'argent. J'ai décidé de ne pas inviter Nathan et Clarisse. S'ils voulaient venir, ils trouveraient un moyen. J'ai choisi des vins chez Vincent, du Moët & Chandon et des Bordeaux. Des fleurs chez le fleuriste, roses blanches, lisses, orchidées que ma femme aimait. Le matin avant la fête, je me suis réveillé tôt. La lumière dorée couvrait le jardin. J'ai étalé la liste. Plus de 40 personnes confirmées. J'ai imaginé le soir, lanterne, jazz, amis levant leurs verres. Cette fête sera le plus beau moment de ma vie. Le matin de la fête, je me suis réveillé d'humeur lumineuse. J'ai mis mon costume bleu marine, lissé mes cheveux argentés. Aujourd'hui, je n'étais plus le vieil homme solitaire, mais l'hôte d'une grande fête. À midi, le personnel de restauration est arrivé. Ils ont suspendu des lanternes, posé des nappes blanches, placé des vases de fleurs. Du jazz doux se mêlait au chant des oiseaux. Quand le soleil s'est couché, ma villa s'est transformée en espace scintillant. À 19h, la première voiture s'est arrêtée. Jacques et Marthe Dupont sont sortis, souriants. « Michel, tu l'as fait ?» Marthe m'a tendu des biscuits faits maison. Les invités sont arrivés un par un. François Moreau, le docteur Leblanc, Les Fontaines. La maison bourdonnait de rires et de bavardages. Puis des phares ont balayé la cour. Une berline noire s'est arrêtée. Nathan est sorti en costume gris clair, forçant un sourire. Clarisse a suivi en robe noire ajustée. Derrière eux, un couple âgé en tenue élégante. « Papa, nous ne pouvions pas manquer ce jour. Voici les parents de Clarisse, les Blanchard. » Albert Blanchard a offert sa main. « C'est un honneur d'être ici. » Lorraine a souri. « Nous admirons votre courage. » J'ai hoché la tête, cachant mon tumulte intérieur, et les ai fait entrer. Nathan et Clarisse se sont rapidement intégrés. Nathan racontait des histoires. Mon père m'a appris que la persévérance vaut plus que l'or. Les invités hochèrent la tête, admiratifs. Clarisse louait tout. Je suis chanceuse d'être une belle-fille dans une famille avec de telles traditions. Papa Michel, votre patience nous inspire. Les invités chuchotaient « Quelle belle fille attentionnée !» Je souriais, mais le sourire n'atteignait jamais mon cœur. Les Blanchard bavardaient sincèrement avec mes amis. C'étaient des gens décents, ignorant que leur fille m'avait si souvent méprisé. De loin, Nathan a levé un toast. Que tout le monde lève son verre pour l'homme qui a transformé la roche en or. Je suis fier de l'appeler père. Applaudissements. Clarisse a touché son verre au mien, à la famille, à un nouveau départ. Les gens applaudissaient, émus, croyant à la réconciliation. J'ai pris une gorgée, gardant mon sourire, mais me refroidissant à l'intérieur. Je savais que ces mots doux n'étaient pas pour moi, mais pour les oreilles autour de nous, pour peindre une image de réunion parfaite. Moi seul savais que sous cette couche de miel se cachaient les années d'abandon. Cette couche fondrait bientôt, et ce qui resterait serait amer. La fête battait son plein. Jazz doux, rire et tintement de verre résonnaient dans le jardin. Jacques a levé son verre. « Michel, tu es la preuve que la patience est récompensée. » Nathan se tenait à côté de moi, rayonnant. Clarisse glissait partout, souriante. Aux yeux de tous, elle était la belle fille parfaite, mais j'ai remarqué qu'elle gardait un œil sur le bar. Soudain, elle s'est dirigée vers la table où mon verre était posé. Je l'ai vue soulever une serviette, se pencher rapidement. Un petit paquet, une fine poudre pâle tombant dans mon verre. Elle a remué doucement avec une cuillère, puis s'est retournée, radieuse. « Papa, tout le monde est là. Lève ton verre et dis quelques mots. » Je me suis approché, la main tremblant légèrement. Le verre semblait inhabituellement froid. Clarisse me surveillait, ses yeux verrouillés sur mes mouvements. Une seule gorgée et tout serait fini. J'ai gardé mon sourire, puis j'ai feint un changement de main, posant le verre empoisonné et en prenant un autre. Un mouvement rapide comme un souffle. Personne ne l'a remarqué. J'ai levé le verre propre. Tout le monde a levé le sien.
La joie a enflé. Puis Albert Blanchard, le père de Clarisse, a pris le verre que je venais de poser. « Laissez-moi être le premier à porter un toast à Michel. » Je me suis glacé. Mon cœur martelait. Je me suis rapidement approché. « Albert, je gardais ce verre pour la finale. Laissez-moi vous en prendre un autre. » La foule a ri. Albert a reposé le verre et en a pris un autre. J'ai souri sereinement. Clarisse me regardait, certaine que je venais de boire le poison. J'ai siroté légèrement mon verre, laissant une trace sur mes lèvres. Clarisse rayonnait, croyant que je m'effondrerais bientôt. Mais en moi s'éveillait la force d'un homme qui n'était plus une proie. J'avais besoin que Clarisse soit certaine de son succès. Puis, quand sa pièce atteindrait son apogée, je la terminerais avec la vérité. Quand le rire s'est adouci, j'ai tapé ma cuillère contre le verre. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Mes amis, ce soir, nous portons un toast à la joie. Mais je dois dire une vérité. Tout le monde ici n'est pas venu célébrer. L'air s'est tendu. Clarisse a figé, ses yeux tremblants. Ce verre contient du poison. J'ai vu Clarisse verser de la poudre dedans. Si je n'avais pas agi, Albert l'aurait bu. Le jardin a explosé en halètements. Clarisse est devenue pâle, puis a éclaté en larmes. « Non, vous vous trompez. Je me suis avancé. Laissez-moi garder ce verre comme preuve. » Soudain, Clarisse s'est élancée. Le verre s'est brisé, le vin se répandant sur la pierre. Oh, quelle maladresse! Elle sanglotait. Pourquoi mon beau-père me déteste-t-il autant? Nathan a sauté devant elle. « Papa, tu es allé trop loin. Peut-être que tu as trop bu. » Les invités murmuraient. « Il est vieux. Peut-être qu'il s'est trompé. » Le soupçon se propageait comme des étincelles. Je suis resté silencieux. Puis j'ai levé la tête, ma voix tranchante. « Très bien. S'il y a un doute, laissez la vérité parler. » Je me suis tourné vers le personnel. « Connectez l'écran au flux de caméra. Je vous ai demandé d'enregistrer cette fête. Maintenant, cela montrera la vérité. » Le grand écran s'est allumé, et c'était là. Clarisse sortant un petit paquet, le versant au-dessus de mon verre, remuant soigneusement, puis souriant. Chaque détail clair, indéniable. Des cris horrifiés se sont répandus. Nathan est devenu rigide. Albert a reculé. Lorraine a agrippé sa poitrine. Clarisse, le visage blanc comme de la craie, son masque brisé. La preuve est juste ici, et tous l'ont vu. Le silence. Le vent nocturne soupirait à travers les arbres. Clarisse est restée figée, dépouillée de son masque. Nathan s'est tourné vers elle. « Clarisse, pourquoi ?» Elle a bégayé puis a crié « C'était pour l'argent. Il a tout et nous n'avons rien. Tu penses que je veux vivre dans la dette ?» Sa confession a déchiré le silence. Albert est devenu rouge. Lorraine sanglotait. « Mon enfant, comment as-tu pu ?» Nathan s'est effondré dans une chaise, les mains sur la tête. Je me suis avancé. Si vous considérez la vie humaine comme ne valant pas plus que quelques chèques, vous avez mis fin vous-même à votre place dans cette famille. Clarisse a attrapé son sac et s'est enfuie, les talons claquants. Nathan a trébuché après elle, silencieux, s'évanouissant dans la nuit. Albert et Lorraine se tenaient, stupéfaits. Enfin, Albert s'est avancé. « Michel, je n'ai que des excuses. Ma fille est allée trop loin. Mais vous m'avez sauvé. » Lorraine a posé sa main sur la mienne. « Vous n'avez pas perdu une famille. Vous nous avez gagnés. » Ma poitrine enflait d'amertume et de chaleur. Les amis sont venus un par un, posant des mains sur mon épaule. Ils avaient vu la vérité révélée. La justice exposée devant tous. Cette nuit-là, les invités partis, je me suis tenu seul dans le jardin, regardant les éclats de verre scintillants. J'avais perdu une partie de ma famille, mais découvert qui comptait vraiment, ceux qui ne m'avaient pas abandonné. Albert et Lorraine sont restés plus longtemps, m'aidant à débarrasser, puis sont partis avec une étreinte serrée comme un vœu. Quand la porte s'est fermée, je me suis versé un nouveau verre de vin et j'ai siroté lentement. Cette fois, le vin était vraiment doux, car il ne portait plus le goût de la trahison, seulement la saveur de la liberté. Ce que j'avais n'appartiendrait jamais aux avides, mais seulement à ceux qui en sont dignes. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle arrive au moment où la vérité est exposée devant chaque œil.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.